Bonjour, chère auditrice de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Robert Daudelin. Bonjour Guy. Bonjour Robert. Et nous poursuivons cette émission en compagnie de Nadine Gomez. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Et Nadine, on t'avait déjà rencontré. Ben oui, pendant les RIDM. Oui. Donc, on a... Mais ça n'avait pas été assez long. on avait des questions qui étaient restées dans nos tiroirs. Mais en plus, à ce moment-là, on n'était que quelques-uns à avoir vu le film. Et maintenant, le film, bon, il a été vu au RIDM 2 fois, mais il y a eu une carrière en salle qui est en marche. Moi, je serais curieux déjà de démarrer notre conversation en connaissant ton impression. Tu l'as vu là, avec un public maintenant. C'est un autre film. Oui. Ben, je sais pas si c'est un autre film, mais c'est vrai que ça... C'est comme si... J'ai vraiment... Je me suis rappelé c'était quoi le sens de mon travail, je dirais. C'est quand même des longs chemins, faire des documentaires. Je veux dire, tout film est long à faire. Le documentaire est souvent quand même, tu sais, c'est de longue haleine. Il y a quand même beaucoup de solitude dans le travail de la fabrication d'un film. Il y a, tu sais, en documentaire, on porte les choses, on fait de la recherche, on écrit longtemps. Bon, il y a le tournage, oui, mais tu sais, le montage, c'est quand même à 2, 30. Donc, il y a comme une certaine solitude. Et donc, de voir le film avec un public, c'est fou. Là. Le jour de la première des RIDM, je pense que j'ai ressenti chaque battement de mon cœur. Chaque seconde du film, je l'ai ressenti dans mon corps. J'étais extrêmement fébrile. Mais c'est ça. Je pense que ce qui m'intéresse le plus, au final, c'est ces moments-là. Là, c'est être dans la salle, puis après ça, avoir la chance de converser avec le public, voir qu'est-ce qui les interpelle. Qu'est-ce qu'ils comprennent moins, qu'est-ce qu'ils comprennent mieux, à quoi ils réagissent. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que ça fait plusieurs fois que je vois ton film, puis je me dis toujours comment je peux réussir à décrire Chronique d'une ville. Hein? Ça joue sur tellement de tableaux. Il y a quelque chose d'impressionniste, mais à la fois poétique, mais à la fois réaliste et tout. Puis là, tu mentionnais le sens de ton travail. Peux-tu m'expliquer, quand tu dis j'ai retrouvé le sens de mon travail, à l'origine, c'était quoi l'idée de Chronique d'une ville? C'est une excellente question, puis tu sais, ici, je pense qu'on a le temps, puis je peux être franche, là, c'est quand même... Je me rends compte que c'est une démarche. Plus que tout, c'est une démarche. C'est pas un film qui avait un propos clair dès le départ. J'avais pas un logline ou un catchphrase ou mon pitch d'ascenseur, comme on dit. Là. Mais comment tu l'as déposé? Je l'ai déposé beaucoup. Oui, mais ils t'ont suivi. Non, mais ils t'ont suivi dans ton travail. La SODEC m'a suivi. C'est quel mot que tu utilisais pour arriver à parler? Beaucoup de mots, beaucoup de versions. C'est sûr que j'ai essayé d'être le plus clair possible, puis il y a eu un long chemin. C'est-à-dire, ce film-là est parti loin. Là. Il a été développé à l'ONF. Ouais. Ensuite de ça, il est sorti de l'ONF. Ensuite de ça, il est passé entre les mains d'un producteur, un ami à moi, chez Embuscade. On l'a développé ensemble. Embuscade, ils font plus d'animation, fait qu'on a décidé de trouver un autre chemin pour lui. Donc, c'est parti, je pense, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est parti d'un désir d'intégrer l'idée de la littérature en fait, le travail de la littérature qui magnifie ou qui nous rend les villes plus grandes que nature. Cette sensation qu'on a que les villes sont racontées par des auteurs puis que quand on les découvre, on est souvent habité par ces imaginaires-là. Fait que comment parler des imaginaires de la ville? Là, j'étais rendue dans un chemin où j'avais envie de trouver un langage cinématographique différent, travailler vraiment une forme, avoir une espèce de base, toujours ma base théorique où je fouille beaucoup les écrits, les réflexions sur l'urbanité. C'est là-dessus, j'ai un livre qui est comme un recueil de philosophie sur la ville, tout ce genre de textes-là qui habitent et qui traversent le projet. Mais là, c'était comment le rendre plus accessible. Fait qu'il y a comme eu des chemins. À un moment donné, il y avait des écrivains. J'avais intégré l'idée que des écrivains venaient, il y avait des textes qui apparaîtraient, que des gens liraient dans le processus du film. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, c'est comme un objet qui se fabrique puis qui se transforme. Et quand en novembre, quand on t'a reçu la première fois, tu disais justement la difficulté, quand on dit c'est quoi ton film, tu disais c'est comme un mouvement. Mais moi, je pense que c'est ça. Ce film-là, il existe dans cette espèce de vaste mouvement qui semble pas vouloir s'arrêter, d'ailleurs. Et si on accepte de jouer le jeu,
c'est formidable parce qu'on est porté par le film, on sent pas le temps passer, puis on découvre ce que tu veux nous faire découvrir en même temps que le film bouge. Et ce mouvement-là, c'est formidable que avec la monteuse, puis avec le travail de Lampron, les images que Lampron vous fournissait, vous l'avez bâti, ce mouvement-là, puis il existe. Hein. Puis avec la conception sonore, avec la musique, c'est vraiment un film que je sens qui est plusieurs couches de tous les artisans qui l'ont fabriqué. T'sais, chaque élément, chaque main qui l'a façonné a vraiment créé ce truc-là à partir d'une intuition que j'avais. T'sais. Oui. Parce que le film se passe dans 3 lieux, principalement Montréal, Mexico, Tokyo, Nagasaki un petit peu. Mais c'est intéressant parce que ce que tu mentionnais, on l'a en ouverture. Hein? Parce qu'on se retrouve, je veux dire, dans un train de Tokyo, puis effectivement, je veux dire, il y a un livre, il y a un espace imaginaire, et on la suit. Mais finalement, je veux dire, de cette idée de base, ça s'est transformé énormément. Puis oui, il y a un mouvement, mais il y a un mouvement qui est organisé. Et c'est ça, je trouve, c'est ça la force du film. Parce qu'on pourrait aller dans toutes les directions possibles et imaginables, mais il y a quand même, je veux dire, que tu nous prends un peu par la main, puis tu nous guides. Hein? Parce que oui, dans la première partie, il y a ces récits un peu fabulés, qui sont en lien avec des gens qu'on rencontre. Par la suite, les gens prennent la parole. On est plus près du cinéma direct avec là les préoccupations du quotidien. On vient dans des scènes à se rapprocher des corps qui bougent et tout, puis il y a une envolée. Il y a quand même toute une organisation, je veux dire, au niveau du montage qui fait que il y a une impression, mais cette impression-là, elle est cadrée, hein, pour que le spectateur se perde non plus. Perdre moins dans tes déambulations, là, d'une certaine façon. C'est sûr que c'était pas, tu sais, je pense pas que c'est un film expérimental, disons, tu sais, c'est quand même il y a effectivement une partie qui est un langage de documentaire un peu plus classique. J'ai l'impression que peut-être que je navigue un peu ces deux éléments-là. Il y a un désir pour moi de vraiment aller à la rencontre des gens. Quand je rencontre des gens, j'ai envie de leur donner la place, la parole. J'explorais aussi cette espèce de glissement vers un langage plus onirique, plus fictionnel, mais sans tomber dans la fiction, juste de la mise en scène qui apporte une dimension réelle, qui nous permet de nous détacher d'une perspective réaliste, juste pour créer cette profondeur. Mais je pense que ce qui m'anime au final, c'est vraiment les questionnements philosophiques. Mais ça, c'est le cas des sirènes mexicaines, par exemple. Là, tu nous sors de l'élément descriptif. On est dans le monde onirique. Puis la scène est relativement longue. Hein. Elle existe en soi. C'est comme un film dans le film. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est de trouver des outils dans le réel pour créer un objet dont la finalité n'était pas claire. Mais ça va toujours, je veux dire, ça va toujours être quelque chose d'un peu ambigu. C'est pas facile de faire des films dont on ne connaît pas la finalité dans un monde où on exige de notre travail qu'il soit décidé, maîtrisé dès le départ. J'ai une approche qui se rapproche plus de la recherche-création, qu'on voit plus dans les milieux comme le théâtre ou les arts plastiques. Je pense que c'est les amis avec qui je dialogue le plus dans la manière comment je réfléchis mes projets. Puis après ça, ça teinte l'objet étrange que ça peut donner. Ce qui m'animait dans les rencontres au final, puis qui finit par être un fil conducteur, c'est ces questionnements-là. C'est vrai qu'il y a des niveaux d'approche. Donc, des fois, on est dans vraiment le placé puis la mise en scène. Des fois, on est dans quelque chose d'un peu plus direct. Mais c'est toujours le ton de la parole puis le sens de ce que les gens disent. Qui m'intéresse, c'est de me rapprocher de ce sentiment d'existentialité. Un ami me disait ça, c'est qu'est-ce qui traverse les gens un peu plus loin que juste une pensée. Oui, mais il y a un vrai ancrage parce que les personnages principaux du film, la Mexicaine, par exemple, on la voit dans son travail, mais tout le plan de la piscine, par exemple, là, on nous sort de son quotidien pour essayer de se rapprocher de ses préoccupations, de ce qui bouleverse sa vie. Mais
cet ancrage-là fait que la ville n'est plus abstraite. Pourtant, au départ, dans son mouvement, le film, on pourrait dire, veut nous parler abstraitement de la ville, célébrer la ville comme lieu explosif. Mais ces personnages-là nous ramènent tellement dans un quotidien qui est un quotidien de lutte. Faut se battre pour la vie quand on vit dans une ville, évidemment. Oui, ben, je dirais que la ville, comme tout, tu sais, je pense que peut-être à ce niveau-là, puis vous posez la question par rapport à la rencontre avec le public, puis c'est toujours un peu ça qui est complexe, c'est-à-dire que là, ben, les gens le voient. Fait que là, les gens peuvent avoir un avis sur le film. Les gens me partagent leur avis. Donc, je sais que pour certaines personnes, c'est comme ils ont l'impression que c'est quelque chose de superficiel. La question de la ville n'est pas adressée comme un sujet décortiqué ou un sujet clair. Pourtant, pour moi, pour ce que je connais puis ce que j'ai étudié sur la ville, elle traverse le film de bord en bord, mais elle est comme la structure qui englobe et qui reçoit ces paroles-là, ces corps-là, ces travails-là, ces perspectives-là. Donc, c'est vraiment comme une espèce de... Puis c'est pour ça que je reviens à la sensation du mouvement. C'est comme le sujet de la ville, c'est la forme du film. Tu sais. Oui. Pour moi, c'est là-dedans que ça... Quand je l'ai revu, justement, c'est ça que j'ai compris. Mais la présence de la danseuse, comme de la cycliste, ces corps-là, exact. Ils participent du mouvement intégralement. Je veux dire, on ne peut pas les abstraire du film et de son mouvement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles de mouvement, mais c'est la mise en scène qui est en mouvement. Parce que ce qui m'a frappé, pourtant, je pense que je l'avais peut-être vu lors des premières projections, mais en le regardant encore hier, c'est toutes ces verticalités ou l'horizontalité au niveau des mouvements de caméra. Dès le départ, c'est très vertical avec ces plans où on suit ces autobus de touristes. Et là, par la suite, on descend du ciel jusqu'au tréfonds de la ville. Et il y a la mise en scène aussi devient l'objet de la ville. Puis les éléments à l'image, on s'est rendu compte que, tu sais, je veux dire, moi puis Myriam, on le travaillait, ça, mais je sens, les gens le reçoivent, c'est-à-dire l'élément de l'eau. Bon, ça revient, tu sais, le temps de la ville, ce temps qui est assez singulier dans le film. J'ai un ami philosophe qui était là, puis il me disait, ton film, c'est un film sur le temps, tu sais, il est comme... Puis là, j'étais comme, c'est vrai que la scène d'ouverture de La jeune fille à Tokyo, elle dit ça, on va tous se dissiper dans les ténèbres du temps qui passe. Puis tout le film est un peu cet avancement, mais le temps de la ville est tellement dans particulier. Ton film, parce qu'il dit, certains n'ont pas le même rapport temporel au film, mais... C'est la beauté, je pense, de ton film, c'est que la question peut être très pertinente, mais on pourrait faire une table ronde avec 50 personnes qui ont vu ton film, mais je pense qu'on aurait 50 points de vue. C'est vrai, c'est intéressant ça. Il y a une ouverture dans ce film-là qui nous fait qu'on se raccroche à certaines scènes. Ça peut être soit la partie plus poétique au début, parce que avec ses fantasmes, ses rêves, ses rapports à sa vie. En le regardant, moi, c'est drôle, mais les scènes où il danse, je veux dire, on est à peu près aux 2/3 du film, je trouvais ça tellement beau parce que là, la ville, elle se meuble. On s'aperçoit, je veux dire, que cette ville existe parce qu'il y a des gens qui prêtent leur corps à cette ville. Je pense que c'est la force du film, c'est qu'on chacun va un ancrage peut-être différent. Ça, c'est en tout cas, ça me touche beaucoup parce que, tu sais, on dirait que je me suis posé la question, je disais à Myriam, quand on fait un montage, j'ai toujours l'impression de faire ma psychanalyse. C'est toujours très confrontant, c'est bouleversant parce que tu fais un travail en pensant que tu sais où tu t'en vas, mais quand tu es au montage, il y a quelque chose de très intime, de très long, puis en profondeur, puis on doit tout creuser. Et là, tout d'un coup, là, il y a les grandes questions, puis je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Puis pourquoi j'ai ça qui m'habite? Puis où ça mène, cette affaire-là? Puis où ça mène? Puis quand je découvre le film, puis que là, on présente un montage à des gens, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est ça, l'être étrange qu'on a créé, tu sais, puis là, tu te familiarises avec, puis effectivement, une fois rendu au processus de le présenter, là, il y a comme une autre dynamique, tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'il y a comme... Ce qui traverse mon désir de cinéma, c'est aussi de donner de la place aux gens, parce que je suis pas capable, moi, d'avoir des opinions très... dans mon quotidien, peut-être, j'ai des opinions tranchées, mais en général, sur mon travail, je suis plus dans l'ambivalence, dans la nuance, dans l'ouverture. Je me laisse souvent des espèces de
de zones grises, comme je vous disais, et même tous mes projets sont un peu comme ça, c'est des explorations, il y a du territoire ouvert pour ça, que les gens... C'est la dimension poétique de l'entreprise aussi, parce que en poésie, on n'a pas ces règles comme dans la vie. Exactement. On se permet des espaces. Métro était comme ça. Métro, on m'a reproché de ne pas dire grand-chose sur le métro, alors que moi, je disais, c'est un voyage mystérieux dans l'architecture. C'est dans les rapports de proportion. C'est le petit humain dans cette grande machine. Mais là, le fait aussi que dès le métro, que tu fasses confiance au plan. Il faut que le plan, comme élément de vocabulaire, soit déjà très fort. Puis à partir de... Et c'est vrai, je veux dire, le premier plan des touristes dans le bus, étant donné l'angle que la caméra adopte pour les filmer, on est déjà dans un ailleurs. On n'est pas juste dans un bus de touristes. Et c'est toute la différence, parce que là, on est obligé d'être complice d'un regard qui est celui de la cinéaste. Oui. Puis les touristes, moi, je les trouve extraordinaires parce que, tu sais, des fois, on se dit ça, tu sais, je suis partie en voyage, je suis revenue, j'avais un nouveau regard sur ma ville. Tu sais, la mise à distance aide des fois à reconsidérer nos paradigmes d'existence quotidien. Puis je me disais, le motif du tourisme est quand même intéressant parce qu'il est aussi ce qui fait la ville dans ses récits. Et là, aujourd'hui, on a toutes sortes de plateformes pour raconter les villes, tu sais. Mais c'est quand même, c'est ça aussi qui fait que les littéraires, qui nourrit les imaginaires, tu sais. Fait que là, je trouvais que le motif de l'autobus, qui est dans toutes les villes du monde, toutes les villes un peu touristiques, là, puis ça nous force à être avec eux, et donc ça nous met dans cette position-là. Puis tu sais, je trouve qu'il y a un beau plan dans l'autobus de Mexico, la caméra bascule vers le ciel, puis que là, ça devient un motif, la transcendance, l'idée que c'est ça, c'est des structures qu'on crée dans un désir de sens, puis d'être ensemble. Oui, il y a une dimension capitaliste à la ville première, mais il y a plus que ça. Tu sais. Il y a plus que ça. Aujourd'hui, puis ça devrait revenir le plus que ça. C'est-à-dire, ce sens-là qu'on y trouve est nécessaire à reconsidérer. Mais ça, pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, pour moi, ton film, c'est un recueil de nouvelles. Tu sais, mettons, tu demandes à des gens, 20, 30 personnes, d'écrire sur la ville, puis de recueillir tous ces propos-là, puis de les mettre dans un numéro spécial. J'avais un peu l'impression que ton film avait cette dimension-là, parce qu'il t'aborde tellement d'aspects que on est sous, je veux dire, la ville, avec de multiples facettes possibles, avec ses multiples facettes possibles. Mais moi, je vous renverrai la question. Trouvez-vous que ça fait en sorte que mon propos est plus diffus? Est-ce que ça fait que... Moi, je trouve qu'il est plus complet. Non, moi, le propos, je l'ai vu plusieurs fois maintenant, mais dès la première vision, le propos était limpide pour moi. Je veux dire, j'étais gagné. Déjà, le plan dans le bus des touristes, je me disais, shit, il se passe quelque chose, là. Et j'ai embarqué avec ce plan-là, puis il m'a porté pour traverser le film. Et je pense que c'est ça qui fait la force du film. Et il faut que le spectateur soit bien disposé puis accepte de jouer ce jeu-là. Mais ça, c'est toujours la force du langage poétique. Quand on déborde les marges, c'est ce qui reste de précieux. Il faut aborder un aspect parce que lors de notre première discussion, on s'était dit on n'a pas eu le temps de parler de l'aspect, la dimension sonore. Et elle est drôlement importante parce que la dimension sonore crée finalement ce tout, relie les différents éléments ensemble, puis c'est un peu le ciment des différentes nouvelles dont je parlais tantôt. Et jusqu'à quel point, je veux dire, pour toi, c'était conscient que cet univers sonore devient finalement un genre de moteur liant? Bien, c'était très conscient, parce que la première chose que j'ai voulu faire avec ce film-là, c'est faire en sorte que toutes les villes se fondent les unes dans les autres. Donc ça, c'était comme un motif clair. Il y avait un désir que notre voyage se fasse, notre espèce de déambulation, le motif du flâneur. On est ce flâneur comme public, puis on fait des rencontres. Mais des fois, aussi, ces personnages-là sont ceux qui nous portent dans la ville. Bon.
Et donc, pour arriver à faire se fondre les villes les unes dans les autres, puis sortir de leur spécificité, si je fais Mexico telle qu'elle est, Mexico, au son, c'est très spécifique. Là. Il y a toutes sortes de vendeurs de rue, il y a beaucoup de choses reconnaissables. Les villes sont pas toutes de la même façon. Si on voulait faire des films par ville, ben, tu sais, comme il y a eu le film, comment ça s'appelle, Lisbon Story, c'est tout ça? Oui. Sur un preneur son qui est de Wim Wenders, c'est ça. Ben, moi, j'avais adoré ce film-là parce qu'il y a toute la dimension sonore. Moi, j'aime pas ça. Bon, je me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens du preneur son. Mais donc, tu sais, je savais qu'il allait falloir créer une leçon de notre ville fabriquée pour le film. Après ça, moi, j'ai pas, tu sais, je suis juste vigilante du temps et du travail des preneurs son. Ensuite de ça, avec Marie-Pierre Grenier, ben, on a cette conversation-là depuis Exarchia qu'on a faite ensemble, qui était là aussi une espèce de comment on peut amener l'état, l'expérience sensible, parce que c'est ça, le son dans la salle de cinéma ou peu importe, dans nos écouteurs, ça reste que ça joue énormément sur la perception des images. Fait que c'est de travailler ça. Puis Jérémy Roy, avec sa trame sonore, ben, nous proposait à travers le montage et maquettes. Fait que là, on intégrait ça. Puis là, ben, maintenant, c'est ça qu'on se dit tout, comment départager le travail de Marie-Pierre, de Jérémy, je sais plus. Ça s'est tout mélangé. Mais en tout cas, moi aussi, ça m'a impressionné beaucoup, parce que c'est une vraie partition. Le travail de Jérémy, quand on revoit le film, c'est comme une partition en soi. L'œuvre d'un musicien qui a aussi son vocabulaire à elle, puis qui vient se marier au vocabulaire du film. Et ça, c'est formidable, évidemment, que ce mariage-là fonctionne. D'ailleurs, la trame sonore, il a fait une version de la trame sonore accessible aujourd'hui qui sort en ligne. Là. Fait qu'on peut écouter toutes les pièces de chronique. Ouais, c'est ça, c'est fou. Je vous le partagerai. Mais c'est intéressant parce que dans les faits, on parle beaucoup des trois villes. Mm-hmm. Mais 80% de ton film est tourné à Mexico. Non, mais puis, en regardant le film, on a toujours l'impression que Tokyo est là. On a toujours l'impression que Montréal est là. Mais j'ai l'impression que c'est cette partition sonore qui lie tellement bien les trois villes qu'on arrive à rentrer dans l'imaginaire de la ville, moins que d'être dans le quotidien d'une ville. Oui. Bien, c'est sûr que aussi, je dirais que, tu sais, au montage, il y avait une grande minutie par rapport à ça. Myriam, quand elle monte, on travaille toujours les intentions sonores. Il y a toujours parce qu'on sait que c'est ça qui donne le sens au film, déjà d'emblée, pour orienter le travail à la conception ensuite, puis parce que c'est comme ça qu'on raconte notre histoire. Fait qu'on avait déjà des pistes, il y avait déjà cette idée de basculer. Puis aussi, il y a, tu sais, par exemple, Montréal, la personne qui fait les ménages dans l'hôtel, c'est à Montréal. Sauf que c'est une femme latino-américaine, donc on pense que... Fait qu'il y a ça aussi qui mélange, qui brouille un peu nos pistes, tu sais, comme certains éléments qui viennent s'entrecroiser. Je sais pas si c'est 80% Mexico. Il y en a beaucoup, hein? Oui, je dirais que c'est 60. Peut-être 60. Là, j'avoue, je n'ai pas fait de minutage pour cette dimension-là. Oui. Mais peut-être que tu mentionnais le fait que tu brouilles un peu les pistes nous donne parfois l'impression qu'on est à tel endroit, puis finalement on s'aperçoit, oh non, on est ailleurs, parce qu'il y a certains moments où on dit, tiens, je pensais qu'on était à Tokyo, puis je dis, non, on est là, on est au Mexique. Est-ce que tu avais commencé par Mexico au moment du tournage? Oui, en fait, on a fait un tournage de recherche assez costaud, mais avec de l'équipement comme si on tournait. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça parce qu'on voulait faire un démo, puis parce que comme la proposition est difficile à vendre à l'écrit, ben je me dis peut-être qu'en le tournant un peu ça va aider. Mais donc ça a été le point de départ, puis c'est sûr que quand on a eu le financement en production, ben j'ai voulu retourner pour compléter. J'avais l'impression que j'avais ouvert des pistes à Mexico, fait que ça fait qu'on a eu 2 tournages à Mexico. Puis Montréal, ben comme je le dis souvent, c'est comme peut-être un peu plus difficile de tourner ici. Peut-être aussi parce que moi, j'avais pas assez de recul, mais les accès sont plus difficiles. Mexico, les gens, c'était vraiment ouvert. Puis Tokyo, ben, on pouvait pas avoir énormément de jours, mais on a quand même beaucoup de choses dans le film qui sont restées de Tokyo. Mais tu le mentionnais tantôt, hein, il y avait un projet de raconter la ville à travers les récits des gens qui vivent cette ville-là. Ce qui me marque énormément, c'est la richesse des propos.
Hein? Parce que, oui, on pourrait déambuler dans une ville, puis tu pourrais bien nous parler d'une ville imaginaire, mais au-delà de ça, c'est que tu as réussi à rencontrer des gens qui, eux, nous amènent ailleurs dans leur récit. C'était facile, c'était difficile de rencontrer ces gens-là. C'est par chance qu'il est arrivé avec un récit qui pouvait te surprendre. Ben, c'est une partie de mes relations. En fait, c'est ça. En Q&A, je me suis rendu compte que quelqu'un m'a demandé cette question-là, puis je me suis rendu compte que ça vient de mon film en Grèce où un ami m'avait dit « Tu dois partir de toi ». Parce que un moment donné, je ne savais plus par où prendre le quartier, je ne savais plus par où aller, j'étais comme complètement perdue, puis il était comme « Pars de toi, pars de qui tu connais ». Puis tous les gens qui m'entouraient, avec qui j'allais souper, avec qui je passais du temps, là, je me suis dit, mais ils sont des personnages, puis pourquoi pas commencer avec... Puis finalement, c'est resté, cette idée-là. Donc, le tournage de Mexico, ben comme ma famille vit là, ben on est parti de ma famille, donc avec qui connaissait qui je pouvais rencontrer à travers eux. Fait que de fil en aiguille, on a créé ce réseau-là. Ensuite de ça, ben toutes les autres villes, ça a été un travail, mélange avec des fixeurs. Mais moi, je connecte avec les gens sur cet angle-là. Là, on va parler de choses philosophiques. On a évoqué les épisodes de fiction, bon, les sirènes, mais les deux gominés là, qui préparent des happenings, je ne sais pas trop. On est dans la fiction avec des vrais personnages de fiction. Ouais. Est-ce que c'est une tentation pour toi, ça, d'y aller davantage de ce côté-là? Je ne sais pas si c'est une tentation complète. Mon prochain film à Cancun, c'est vraiment un mélange de docu-fiction pour des raisons d'histoire, c'est-à-dire pour servir l'histoire que j'ai envie de raconter, pas juste par caprice ou désir cosmétique. Là. C'est vraiment, ça permet quand même de créer de la profondeur dans certains contextes de certains récits. Mais le réel m'interpelle toujours beaucoup. Puis, par exemple, au Japon, ces deux gars-là, c'est ça leur vie. Je veux dire, ils s'habillent comme ça tous les jours. Là. Il n'y a pas de fabrique. Fait qu'ils créent un rapport temporel de par leur manière de se vêtir, mais c'est ça, les villes aussi, c'est de la sous-culture. Fait que je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'avoir deux gars qui ont l'air de venir des années 50, puis qui sont à Tokyo, deux dandys, puis c'est ça. Ils ont les mêmes vins, hein? Oui, il y a les mêmes vins, c'est vrai. Encore, il nous reste plus de temps. Mais Antoine m'a dit, il nous reste une minute. Mais là, il y a une table ronde. J'ai vu ça au cinéma du musée dimanche. Tu vas être présente avec autre invité. Oui, Guillaume Etier, qui est un passeur de la ville, un prof à l'UQAM, puis c'est Naomi Descaridegno qui va animer. Justement, Naomi, ils ont programmé sur Tank... mes vieux films, là, fait que c'est ça. Si quelqu'un veut aller voir ma psychanalyse en ligne, c'est là. Puis la table ronde, ben, ça va parler justement à la question des imaginaires, du narratif. Tu as invité ta psychanalyste? J'en ai pas, c'est ma monteuse. C'est une grosse économie. Ben oui, je sais pas. Également, c'est fait au cinéma moderne, mercredi 28 janvier. Mais je trouve que la question de Robert était très pertinente parce que c'est un film qui se partage. Oui. Hein? Ouais. Puis je pense que même pour les gens, à la fin de la projection, ta présence devient importante parce qu'ils ont plein de sous-questions. Oui, absolument. Mais ça, je m'en rends compte. C'est vraiment précieux. Ça aide. Les gens me le disent après. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre le film. Je sais que l'accompagnement est important. C'est comme oui, on peut se laisser porter par le voyage, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits cas, des petits trucs un peu plus cryptiques qui aident quand je suis là. Mais Nadine, on ne remonte pas un film en même temps qu'on sort. Ça, c'est un insight parce que je sais qu'elle est énormément coincée temporellement parce qu'on est en montage de film. Mais je sais que tu aimes beaucoup aussi assister aux projections et parler avec le public. Et on n'a plus de temps. Ben, je vous rappelle que Chroniques d'une ville, hein, bien sûr, et au cinéma moderne, cinéma du musée, cinéma québécoise également. Ouais. Merci beaucoup, Nadine. Merci à vous, Nadine. Comme toujours. Merci pour l'accueil. Et pour nous, bien sûr, c'est la fin. Hein? Antoine, il rit parce qu'il va être obligé de me couper. Je vais te faire une fin rapide. Il faut aller voir le film de Mathieu Denis et bien sûr le film de Nadine Gomez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Antoine, c'est bien ça? Assez rapide? Ouais, merci.